Ce matin, ça va être essentiellement, comme le titre l'indique, sur la cartographie en grotte, l'apport des technologies 3D. Ce qui m'intéresse essentiellement dans l'imagerie 3D, c'est ce qu'on peut en faire dans notre domaine scientifique. Les scientifiques, d'une manière générale et dans tous les domaines, produisent des images. Et vous allez voir que les travaux qu'on mène en milieu souterrain et en grotte n'échappent pas à cette règle. Donc l'image des grottes m'intéresse particulièrement et un petit peu pour vous surprendre ou pour démarrer, je vous propose de démarrer par un bout de film. Un film que peut-être certains ont vu, qui n'est pas forcément très intéressant, la question n'est pas là. Il s'agit d'explorer une cavité pendant environ 1h30 de film, et pour présenter l'objet, en gros la grotte, il n'y a pas de possibilité de la montrer. On ne peut pas faire une photo d'une grotte dans son entièreté. Et donc Cameron et Gerson passent par le truchement de l'imagerie 3D pour présenter au grand public une image de grotte, avec une qualité qu'on aime ou qu'on n'aime pas, avec un espèce de geek informatique, un informaticien geek qui fait le 3D. Donc il y a tous les codes et tous les... Bon, bref. Et vous avez vu qu'on est dans la grotte, mais au départ on est à l'extérieur de la grotte. C'est-à-dire que la présentation de l'image de la grotte, elle est faite à la fois à l'extérieur, et puis après on entre dans la grotte. Une grotte, c'est une surface. Et cette surface, finalement, on va être tantôt à l'intérieur, tantôt à l'extérieur. Et ce qui m'intéresse dans les modes de représentation de la cartographie souterraine, c'est d'être à la fois, justement, dans ces deux côtés. Et c'est toujours des vues impossibles, autrement que par la construction d'une personne. C'est toujours une vue construite. Il n'y a pas de vue possible. Même la Terre, pour peu qu'on prenne un petit peu de recul, on peut la photographier en une seule fois. Certains ont réussi à le faire. Ils se sont mis un peu loin. Une grotte, on est obligé d'aller dedans, on en photographie des portions, des bouts, mais on reconstruit une image. Donc c'est ça qui m'a intéressé, et c'est comme ça que je vous propose de démarrer. Représenter la grotte, représenter la caverne, c'est finalement porter un regard externalisé sur cette grotte, et ceci est vrai depuis déjà un certain temps. Si on regarde ici une vue cavalière du site de Skocian, alors Skocian c'est en Slovénie, le site éponyme du karst, au nord de Trieste, à la frontière entre la Slovénie et l'Italie. Ici, on est sur des affaires qui datent de 1751-1760. On est déjà dans des représentations du monde souterrain, on est déjà dans des représentations des cavernes, avec ici des choix difficiles à faire, finalement, entre la représentation de ce qui est à l'intérieur de la grotte et de ce qui est à l'extérieur de la grotte. Et l'artiste, le topographe, l'ingénieur, ça dépend si c'est un cartographe ou un artiste, fait des choix ici, qu'on peut juger hasardeux, entre la surface et le monde souterrain, écorche son bloc diagramme, écorche son dessin, pour proposer une vue cavalière plus ou moins efficace. Voici dans le même atlas, l'atlas de Bernard Paul Moll, on est au 18e. Ici, une représentation où on va avoir à la fois les réseaux de circulation souterrains, des rivières souterraines et des lacs souterrains, telle l'image qu'on peut en avoir en tout cas, et puis la surface topographique avec la forêt autour, et puis alors un personnage là, qui est sur le côté, qui est à une échelle complètement disproportionnée, c'est assez intéressant. À la fin du 19e et au cours du 19e siècle, les représentations de cavernes et la cartographie des cavernes s'organisent un petit peu mieux. Là, vous avez les grottes de Chaffaut dans la Vienne. On va représenter les grottes principalement toujours d'en haut. On va s'imposer un mode de représentation en plan et on va tronçonner le plafond pour représenter finalement ce qu'il y a dans la grotte. Et on accompagne ça, des fois avec plus ou moins de bonheur, de vues plus ou moins efficaces. Ici, vous avez une sorte de vue dans la grotte avec des concrétions notées ici en B au plafond et des accumulations au sol notées ici en A. Donc on a des représentations assez étonnantes. Ici, vous avez une grotte très célèbre qui est probablement la première grotte topographiée au monde, qui se trouve en Dordogne. C'est la grotte de Rouffignac. Certains connaissent peut-être, elle se visite en partie. Une bonne portion peut se visiter avec un petit train. Et là, fin 18e, on a déjà des représentations assez exactes de la grotte. La géométrie est relativement bien respectée. Ça nous a beaucoup intéressé. Je travaille avec un géographe historien sur ces affaires-là. Et on voit que... il y a une séparation assez nette entre les parties extérieures et les parties intérieures, mais néanmoins, on replace des éléments de la surface sur le plan. Et ces éléments de la surface, des maisons, vous les voyez, ces petites maisons à droite à gauche, qui sont des habitations, elles ne sont pas du tout représentées par la toiture, elles sont représentées en vue cavalière. Donc il y a un mélange entre des vues cavalières et des vues planaires. La même grotte, cette fois-ci fin 19e, début 20e, avec Martel, Édouard Alfred Martel, célèbre spéléologue,
eh bien, lui va, entre guillemets, non pas codifier les choses, mais en tout cas mettre en place un système de représentation des grottes qui va devenir finalement la base et qui maintenant fait l'unanimité, qui consiste un petit peu comme quand on fait du dessin industriel, à représenter les choses en plan ou de côté, et si possible plusieurs faces de côté. Et des fois on fait des sections. Donc c'est ce qu'il fait ici, le plan, très clair, avec une géométrie, une orientation, une échelle. Les éléments de toponymie sont donnés à l'extérieur, les éléments qui concernent la grotte sont donnés à l'intérieur, le plafond est tronqué, et puis vous avez des coupes longitudinales sur le côté qui permettent de le représenter. C'est ce qui va s'imposer au cours du 19e, mais surtout du 20e siècle. Vous avez ici un travail qui est fait par Robert Hodel, un jeune ingénieur de Munich, toujours à Scottian, toujours dans le karst éponyme. Et Robert Hodel, j'ai un peu d'affection pour lui, parce que ce personnage, je vais essayer de m'intéresser un peu plus à lui, est sans doute le premier qui utilise la photogrammétrie en grotte. On le voit très très bien ici, puisqu'il dessine... Ah oui, alors attendez, hop, il faut que je me mette comme ça, voilà. Ici, il mentionne ici un petit symbole qui dit qu'il a fait des points de vue photographiques avec indication de l'orientation. Ce sont ces points de vue photographiques qui sont ici et là. Et on suppose raisonnablement que la multiplication des points de vue lui a permis au moins de faire des résolutions photogrammétriques et de calculer des distances. En 1922, il est sans doute le premier à faire ça en grotte, la photogrammétrie existant depuis la deuxième partie du 19e siècle. Alors, quelques images jolies. Là, vous avez Trebbiano dans le même secteur karstique, fin 19e, avec une vue en coupe, un puits très célèbre qui descend à 300 mètres. La même représentation faite par Edward Alfred Martel, quelques années plus tard, pour des problématiques d'hydrogéologie. En 1841, un document très très ancien et d'une très très belle facture, fait ici par, alors c'est la Session di Grotta di Trebinaccio. Et puis, voici le plan moderne spéléologique 2004-2005, réalisé par la Société adriatique de spéléologie de Trieste, qui continue l'exploration dans cette cavité. Ça m'intéresse beaucoup d'essayer de voir un peu cette historiographie des images souterraines et de voir comment, au cours du temps, les choses ont pu évoluer et comment on va finalement normaliser petit à petit les choses tout en gardant un aspect esthétique. Alors aujourd'hui, les choses sont assez simples à cette échelle-là. Pour faire une grotte, en gros, on fait toujours plan, coupe et éventuellement section. Et on obtient des topographies. Je vous en montre quelques exemples pour que vous ayez un exemple. J'ai glissé un teasing pour ce soir, une topographie de Patagonie. Et donc, si vous revenez ce soir, il y aura cette image peut-être en commun. C'est la seule. Mais voilà, ça fait partie des cavités qu'on va explorer en Patagonie et sur lesquelles on produit aussi, comme on le faisait il y a 100 ans ou 200 ans, des images topographiques. Des volumes plus grands, ici la pierre Saint-Martin, une des salles de la pierre Saint-Martin. Ce sont quelques exemples pour que vous voyez un petit peu ce qu'il fait. Ce qui est commun et ce qui est toujours vrai, et y compris avec les technologies 3D qu'on va mettre en œuvre, c'est le fait de discrétiser la caverne. À partir du moment où on fait une opération de relevé topographique et qu'on produit une image, même une photo, on discrétise de fait les choses. Alors dans le domaine de la topographie souterraine, cette discrétisation se fait avec différents matériels, mais globalement on remplace les conduits par un squelette qu'on va dimensionner. Et donc les opérateurs sous terre vont travailler avec des appareils de mesure de distance et d'angle et vont créer une succession de coordonnées polaires de station en station jusqu'à créer finalement un squelette 3D qu'on va réaplatir en 2D pour essayer d'analyser ces conduits. Les mailles, les résolutions si vous voulez, les mailles sont généralement métriques à hectométriques. Hectométrique, c'est quand même très très grand, mais en gros métrique à décamétrique. C'est-à-dire qu'on a un point en moyenne tous les 1 mètre ou tous les 10-20 mètres. C'est un petit peu les mailles générales. Ça veut dire que c'est des résolutions qui sont tout à fait compatibles avec des analyses géomorphologiques à des échelles, quand on travaille sur des cartes géologiques au 50 millième, quand on travaille sur des cartes topographiques au 25 millième, ces mailles-là sont tout à fait raisonnables et suffisantes. Voici un petit peu le processus. Vous avez le conduit qui est à gauche, une succession de stations qui est caractérisée par des dimensions de largeur, de hauteur, discrétisées en rectangles successifs. Vous avez maintenant des logiciels qui font ça très très bien. Il y a une vingtaine de logiciels qui existent, qui permettent de faire ça, assemblage. Et puis après, on peut à droite donc faire de la visualisation ou de la segmentation pour retravailler sur les conduits séparément ou non.
Évidemment, toute opération de discrétisation d'une surface souffre d'un certain nombre de problèmes que vous connaissez sans doute, et peut-être même mieux que moi. Des problèmes de résolution, c'est-à-dire qu'on va faire des choix, même avec des scanners 3D, quand on va scanner une surface, on va faire des choix à une certaine distance, d'être au millimètre, au centimètre, au décimètre, ou des fois au micron. On va faire des choix d'exactitude selon le matériel et la qualité de la mise en œuvre de ces matériels et des opérateurs. Et puis on aura des problèmes de précision. Et finalement, il faut arriver à être conscient de tous ces problèmes dans l'ensemble de la chaîne de traitement pour pouvoir produire l'image sur laquelle on va travailler ensuite. Alors, topographier et produire des images de grottes, c'est d'abord un support à un discours. Alors, quelques exemples très très rapides pour vous montrer la diversité des champs disciplinaires qui sont faits. Ici, un réseau sur lequel nous travaillons en Ardèche, le réseau de Foussoubi, 25 km de développement spéléologique. À partir du moment où on commence à avoir des réseaux qui dépassent les 10 km de développement spéléologique, on peut commencer à parler d'un objet de grande taille sur lequel on peut même développer de la statistique. Donc là, l'objet est réincrusté dans un modèle 3D avec surface topographique et plan géologique que vous voyez en vert. Ce sont des plans géologiques qui sont mis dans des géométries 3D qui permettent d'étudier les relations entre ces plans et ces conduits. On peut faire un petit peu de statistiques simples sur les directions de conduits, l'étagement des conduits. Et à partir du moment où on sort l'étagement des conduits, on peut sortir des niveaux de galeries étagés, fossiles, subfossiles, etc., etc. Et revenir sur des analyses qui, moi, m'intéressent au premier chef, qui sont celles de la géomorphologie. Est-ce que la partie haute de la grotte est plus ancienne que la partie basse, etc., etc. Donc on utilise les images topographiques et la 3D à ces fins. Ici, la même grotte avec un certain nombre de diagrammes qui sont présentés, qui sont pour chaque fois des diagrammes hydrologiques, et on va étudier à la fois l'information temporelle sur la droite, avec ces diagrammes hydrologiques de température et de débit, tout en ayant ici la cartographie à côté. On a des études plus géomorphologiques, de cartographie très détaillée, une thèse d'une jeune chez nous, qui maintenant est en poste, qui a fait ça au Liban. Elle va cartographier très en détail, à des échelles très fines, des processus géomorphologiques pour essayer de comprendre l'emboîtement des choses. Ici, la même chose en coupe, avec une difficulté de lecture qui va croître à mesure qu'on va serrer le discours sur un champ disciplinaire. Forcément, il y a des informations géomorphologiques, de niveau d'eau, d'écroulement, de calcite qui se surimposent, etc., qui sont plus délicats à percevoir. C'est plus pour des exemples. Les travaux d'une équipe de Bordeaux, j'aime bien ce qu'ils font. Ils font un simulateur, et là c'est l'exemple de l'ASCO, c'est l'équipe Delphine Alcalette et puis Malorant, qui vont modéliser la circulation des fluides dans la grotte de Lascaux à partir du modèle 3D et pouvoir rentrer les perturbations des présences humaines dans ce genre de modèle. Donc ils utilisent aussi le support topographique. Sciences humaines. En géographie, j'ai un collègue qui travaille sur la géographie du tourisme et qui, lui, va utiliser l'image topographique, cette fois-ci, pour représenter de manière imagée la pénibilité de la visite d'une cavité touristique. Là, vous avez l'évolution de la pénibilité de la visite d'une grotte en fonction des différents aménagements depuis 1939 jusqu'à 2003. Donc, on utilise le support d'une imagerie souterraine, évidemment, qui est très ultra simplifiée. Mais voilà, on est sur ce type de support. Alors les technologies 3D et l'imagerie 3D sont en train d'entrer dans le monde des grottes depuis une vingtaine d'années à peu près. La première véritable mission de scan et de relevé 3D en grotte, c'est Cosquer en 1994 ou 95, je crois, sur financement, une fondation EDF qui avait financé ce projet. Donc je me suis aussi un petit peu intéressé à ça sur une histoire donc plus récente, sur les 20 dernières années, comment finalement on s'intéresse à l'imagerie 3D en grotte. Quand on fait un truc tout bête, on tape karst sur Google Images et puis on regarde ce qui sort. Et bien sur la première page, il y a 60% des réponses qui sont des images 3D. Et après, sur les 6 pages suivantes, sur un quart des réponses, c'est des images 3D. Ça veut bien dire, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on parle de karst, tout de suite, spontanément, on est obligé de proposer une image 3D. On est obligé de proposer une image qui a une visibilité 3D. Ça tient à la nature de l'objet. Autant une surface terrestre, un bassin versant, une montagne, peut être perçue en 2D, puisqu'il n'y a pas véritablement de replis qui font que c'est une véritable image 3D. Là, on est toujours sur des objets complexes avec plusieurs positions de Z pour des coordonnées Y, donc plusieurs possibilités de surface superposées, et l'image 3D s'impose.
Alors depuis des petits blocs diagrammes très simples jusqu'à des images. Alors j'ai fait ce test-là il y a 1 an ou 2, il faudrait que je le reteste pour voir si c'est toujours valide. Mais c'était déjà le cas avant, et on revient sur Robert Hodel, un ingénieur de Munich très malin, qui déjà, en 1924, produit cette magnifique maquette de Scotian, qui est donc la perte de la Reka, hein, c'est le karst éponyme, c'est là où on a décrit pour la première fois le karst. Et en 1924, il produit déjà cette maquette du karst de Scotian, qui est absolument magnifique, malheureusement détruit dans les bombardements de Munich à la Deuxième Guerre mondiale, et il ne nous reste que cette photo. Enfin, ça c'est la copie. Dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, on produit à un moment donné des anaglyphes. Les anaglyphes, hein, c'est la possibilité de voir en relief avec un œil bleu, un œil rouge, tout le monde connaît plus ou moins ça. Et on a déjà des productions de représentation des mondes souterrains par la technique des anaglyphes. Pierre Chevalier, qui était un grand explorateur et qui a beaucoup théorisé sur la spélogenèse, ici en 1952, propose une première image de la Dawn-Crawl, qui est un réseau souterrain très complexe, qui aujourd'hui fait 80 km de développement, dans un mouchoir de poche de environ 1 km². Donc dans 1 km², vous avez 80 km de galerie, dans quelque chose qui fait à peu près 400-500 mètres d'épaisseur et 1 km². Donc très très vite, les plans, les coupes et les sections fonctionnent, mais limites. Et donc il a commencé à proposer ici, vous voyez, une maquette en 3D à coups de petits bouts de fil de cuivre tortillonnés autour de bouts de bois. Et c'est déjà des essais de visualisation 3D. On a ce type de représentation des fois présenté dans des musées. Ici, c'est dans le Dachstein en Autriche. On a des perspectives axonométriques qui sont réalisées aussi, c'est-à-dire que là, on a une vue qui est fixe, on ne peut pas tourner autour de l'objet qui est créé. Les perspectives axonométriques sont des perspectives qui respectent les distances. Et donc là, un essai de représentation assez efficace d'une cavité géométriquement complexe du Vercors. Et aujourd'hui, on produit de l'image 3D, comme c'est le cas ici pour Lascaux. Là, c'est une production du cabinet Perasio, qui est un cabinet avec lequel on travaille pas mal. C'est de l'imagerie 3D, c'est du relevé laser, avec de la photo matchée sur l'image 3D, et ensuite représentée par l'extérieur. Donc c'est une vue impossible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de voir ce qu'on voit là, autrement que ce que vous voyez là, puisque les œuvres, évidemment, sont à l'intérieur de la surface, mais une surface n'ayant mathématiquement pas d'épaisseur, qu'on la regarde par l'intérieur ou par l'extérieur, c'est tout à fait similaire. C'est intéressant parce que ça nous... Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. À chaque fois, on produit une image, et cette image, elle est contrôlée par celui qui la produit. Et c'est lui qui dit, la grotte, c'est ça. Lascaux, c'est ça. C'est rare de voir Lascaux comme ça. Les visiteurs qui l'ont vu ne l'ont pas vu comme ça. Mais ça permet de renouveler le regard, de présenter les choses avec un biais, un angle, et parfois en tout cas, de redéfinir un petit peu la réflexion. Alors comment on procède ? On fait des relevés par lidar terrestre, c'est des technologies sans doute que vous connaissez en partie. Nous, on s'est un petit peu plus spécialisé dans la partie terrestre, on ne fait pas d'aéroportée, parce que les avions en grotte, ça ne marche pas super. Et donc, oui, mais ça va commencer quand même, parce qu'avec les drones, maintenant ça commence. Hein. Donc ça va venir. Mais pour l'instant, c'est des petits drones, ce n'est pas des gros lidars. Alors, bon, le principe des lidars terrestres, c'est ça, hein, vous emmenez un appareil, si possible, vous prenez le plus léger possible, parce qu'évidemment, il faut passer des fois dans des conduits qui sont de petites dimensions, et puis vous faites une série de scènes, hein, une succession de scènes, et vous placez des repères dans la grotte qui vont servir ensuite d'ajustement. Ici, un autre exemple qu'on a fait ça c'est Orniac, on a étudié une surface qui est d'ailleurs fouillée archéologiquement par des archéologues. Et donc on complète le dispositif évidemment par des relevés topographiques, hein. Vous avez la station totale à gauche, vous avez le scanner au centre, et on complète encore le dispositif par des acquisitions photos. Et donc là, on a carrément emmené un ballon captif. Bon, la salle s'y prête, hein. Orniac c'est une salle touristique, donc on avait même le loisir d'emmener la bouteille d'hélium et tout. Donc là, on a carrément pu faire la couverture photo aérienne pour le coup, dans la grotte. Alors, les technologies évoluent très 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 vite, je dirais tous les ans, tous les 2 ans, c'est de moins en moins cher, ça va de plus en plus vite, et c'est de plus en plus, c'est pas toujours de plus en plus fin au niveau de l'acquisition, ou de plus en plus précis.
Alors, je ne vous rentre pas dans le détail des scanners, hein. Il y a en gros trois grandes technologies. Le temps de vol, qui est adapté aux longues distances, c'est-à-dire qu'on mesure le temps de vol du laser qui fait l'aller-retour. Ça, c'est plutôt adapté sur des longues distances, des scans qui sont adaptés à aller au-delà de 500 mètres, 600 mètres, et puis jusqu'à plusieurs kilomètres. Évidemment, dès que c'est de l'aéroporté, c'est du temps de vol. Les décalages de phase, c'est plutôt les scanners qui sont présentés ici, c'est-à-dire qu'on va mesurer le décalage des phases entre ce qui est émis et ce qui est reçu. Ça veut dire que c'est beaucoup plus fin au niveau de la qualité de l'acquisition, plus précis, plus rapide, mais souvent de portée moindre. Les portées, pour les plus puissants, sont de l'ordre de 120, 150 mètres. Pour nous, c'est parfait. Et puis, les lasers par triangulation sont très très précis, c'est-à-dire que vous avez un émetteur, un récepteur qui sont déportés, et là c'est un angle qu'on mesure, c'est plus des distances ou des temps, on mesure des angles. Et donc la qualité du positionnement, c'est-à-dire que la qualité de la distance calculée, est bien meilleure. Mais c'est très encombrant. Les premiers relevés dans Cosquer avaient été faits avec une société Swazik qui avait développé ça, mais c'était une machine comme ça, c'était un monstre, et l'appareil faisait quelques points à la seconde. Aujourd'hui, les appareils font entre 500 1000 et 1 million de points à la seconde. Voilà, ça va très très vite, ça va très très vite maintenant. Cela dit, 500 000 points seconde, ça reste encore très 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 en dessous d'un appareil photo qui fait 50 millions de points en 1 centième de seconde. Donc la photogrammétrie qui acquiert des grandes densités de points sur des temps très courts, elle est en train de revenir en force justement parce qu'on arrive à multiplier les scènes et à multiplier les positions beaucoup plus facilement. L'avantage d'un appareil photo, pour être très simple, c'est que vous prenez la photo, en 1 centième de seconde, il n'y a pas d'effet de bouger. Donc l'appareil, par exemple, vous n'avez pas de problème si c'est un avion ou un personnage dans la grotte qui se déplace. Nous, on est obligé de tout faire sur pied parce qu'on est trop lent. Voilà. Ou alors, c'est pour ça que les drones qui embarquent des lidars, ça commence à naître, mais c'est compliqué parce qu'on est obligé en permanence de recalculer par centrale inertielle, voire par GPS, la position du scanner, et donc on rajoute une imprécision dans la mesure. Je n'entre pas trop dans ces détails-là, hein. Il y a plein de littérature, ça évolue très très vite. Je vais plutôt vous présenter, nous, comment on travaille. C'est classique, on utilise plutôt des scanners dômes, hein, comme le panorama qui est là. Donc on scanne sur une fenêtre de 360 degrés, et puis on a en général toujours au sol une petite patate qui reste, qui est le pied. Voici les images qu'on produit, c'est donc des images plates de distance. C'est donc simplement des images raster où il y a simplement une distance et une position. Évidemment, si on la voit en 3D, on voit un nuage de points. Mais depuis la position scanner, c'est une image plate. Et on va chercher des cibles dont on va se servir pour la consolidation, qui sont des sphères. Et ces sphères, quelle que soit la position par laquelle cette sphère est prise, l'ajustement du centre de la sphère nous donne une position qui permet de raccorder la scène suivante. C'est-à-dire qu'on se positionne ici, on met 3 sphères, on se positionne là-bas, on reprend l'ensemble de la scène avec les 3 sphères, et on recommence, et puis après, par une solution de moindre carré, on repositionne l'ensemble des scènes les unes par rapport aux autres. Il y a des logiciels maintenant qui font tout, donc ça marche très très bien. Il y a encore un peu de clics, il y a un peu des choses besogneuses à faire, mais globalement, ça se fait très très bien. Évidemment, si on connaît la position des sphères, eh bien on peut avoir ensuite une géométrie très, très correcte. Alors aujourd'hui, un petit projet scan, quand on va sur un chantier archéo, c'est 20 à 50 scènes de scan, c'est quelque chose de normal qui tient en une journée d'acquisition. Un gros chantier, c'est 300-400, et puis on a retravaillé sur Chauvet au mois de mai, et là on est sur 1000 scènes de scan. Donc c'est une quinzaine de jours, voilà, c'est une semaine, 15 jours d'acquisition. Et puis là, derrière, ça commence à être un peu plus compliqué. C'est des blocs qui sont assemblés successivement et ça commence à nécessiter une ferme de calcul. Ici, ça ne doit pas vous faire peur. Mais moi, qui viens d'un petit laboratoire entre environnement et SHS, une ferme de calcul, c'est pas si commun. Mais on le fait, on y arrive. Donc voici le genre de travail qu'on fait. Et puis ensuite, on fait la partie, je dirais, maillage, c'est-à-dire qu'on va transformer le nuage de points en une surface, hein, avec comme avantage eh bien, la possibilité d'avoir une topologie, c'est-à-dire une relation de voisinage entre les points, ce qu'on n'a pas dans un nuage de points. Hein. Dans un nuage de points, les relations de voisinage doivent être commandées par une hypothèse, la distance par exemple, ou la position XY. On va utiliser différents logiciels pour produire le maillage qui va nous permettre de garder la même information de morphologie,
donc de forme, c'est ça qui nous intéresse, tout en ayant quelque chose qui est beaucoup plus léger. Donc là, on a travaillé beaucoup avec un soft qui ne marche pas trop mal en ce moment et qui nous permet de faire du maillage par étape. Et en faisant du maillage par étape, on arrive à produire des surfaces sans trous, ce qui est très important pour nous, pour la suite, si on veut faire des calculs volumétriques, si on veut matcher des images, etc., etc. Ce que je tiens à dire, c'est il y a un homme à chaque fois derrière chaque étape. Hein. Vous le savez, vous êtes des scientifiques, mais à chaque étape, il y a un homme et il y a des choix. Et donc, même si on est sur des technologies qui paraissent comme ça, oh là là, bah c'est bien, tu poses l'appareil et ta mesure, elle est reproductible. Oui, elle est reproductible, mais il y a quand même un opérateur sous terre qui va placer le scanner là ou là, qui va faire des choix de résolution angulaire ou de distance ou de puissance de laser. Dans l'assemblage, même si les résolutions d'assemblage et de consolidation, on a toujours des rapports de rassemblage, vous mettez deux équipes dans la même grotte avec le même protocole, vous obtiendrez deux résultats proches. Mais vous savez ce que c'est. Moi, ça me rassure personnellement, mais il faut l'assumer. Mais il y a des choix à chaque étape. Même dans les procédures de maillage, on fait des choix, et on fait des choix de cohérence géomorphologique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit, bon, bah, je vais boucher ce trou-là, comme ça, parce que géologiquement et géomorphologiquement, c'est cohérent. Mais voilà, ça c'est comme ça. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va extraire, par exemple, ici, des sections pour faire. On va extraire des surfaces et on va refaire de la géologie. On va refaire ce qu'on sait faire, en fait. Hein, sortir des plans de stratification, sortir des diaclases, refaire des directions, tester le parallélisme de deux discontinuités à deux endroits dans une grotte. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut toujours démarrer avec une bonne question pour savoir ce sur quoi on veut arriver. On ne voit rien. C'est parfait. Ça, c'est le nuage de points. Alors, si vous plissez un tout petit peu les yeux comme ça, vous voyez quand même que le nuage de points est extrêmement structuré. Forcément, c'est un balayage laser. Et le balayage laser, eh bien, il va échantillonner la cavité, faisant fi des rugosités de la cavité. C'est-à-dire que c'est comme une photo. Si je vous prends en photo d'ici, évidemment, monsieur sera mieux résolu que madame. Ça paraît bête à dire, mais le laser, il est aussi bête que ça, il fait pareil. Alors, il va voir que je double mon travail là-bas. Donc, c'est pour ça qu'à chaque étape, il faut choisir en fonction de la question les procédures qu'on fait. Le modèle TIN qu'on produit, évidemment, il est beaucoup moins dense. En général, on essaie de se donner des rapports de l'ordre de 1 à 10, hein, pour garder le même niveau d'information, de rugosité, le même niveau d'information de géomorphologie, de morphologie, de morphométrie, tout en ayant des choses beaucoup plus légères à manipuler. Là, vous avez les deux. On ne voit pas très bien, mais ce n'est pas très grave. Voici un petit schéma où on voit l'évolution, peu importe. Alors, quelques exemples d'applications de ce qu'on a pu faire en géomorphologie. Une grotte, là, sur laquelle on travaille. Non, on a fini, celle-là, on ne travaille plus. On s'intéresse aux surfaces, aux discontinuités que vous voyez derrière l'opérateur, là, derrière l'opérateur au niveau du casque. Et bien, ces discontinuités-là, finalement, marquent un niveau de remplissage. Vous en avez 3, 4, 5, 6 autres au-dessus, plus fines et moins marquées. Bien. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est quel était le niveau du remplissage à certaines époques, quel était le diamètre du conduit quand l'eau circulait dans ce conduit, et comment ça a évolué, et comment je peux, de proche en proche, relier ce que je vois ici à une section plus loin, à l'autre côté de la paroi, et recalculer finalement des volumes. Le but, c'est des questions qu'on se pose, hein, d'aggradation des surfaces argileuses dans la grotte, en deux phases. Voilà, il y a une phase pliocène où le niveau de l'eau est remonté, et on a un enregistrement sur le côté, là, des petits traits horizontaux qu'on appelle les banquettes limites. Et ces banquettes limites, alors que le remplissage sédimentaire a disparu, sont le témoin du remplissage. Alors on travaille on produit le modèle 3D du drain. Vous avez ici deux images de ce modèle 3D. Et voilà, vous avez ici les positions scanner. C'est un petit objet, hein, c'est un objet qui fait 50 mètres de longueur. Hein. On produit ici le modèle 3D. Là, c'était très court, hein, il y avait 6 positions scanner, vous voyez, c'est pas un gros job. Et ensuite, on va chercher à identifier chacune des surfaces et ensuite reconstituer, c'est la coupe 2 et la coupe 1, finalement, les différents stades d'aggradation de ce remplissage sédimentaire depuis une position A jusqu'à une position D, avec la possibilité de refaire des choses très simples au niveau géométrique qu'on ne peut pas faire trop facilement sur le terrain, de calcul de pente, de section, de volume déposé, etc. Et on revient sur des questions qui sont finalement les nôtres en géomorphologie souterraine. Donc oui, c'est très simple, mais à partir du moment où on part avec une question disciplinaire, j'insiste énormément là-dessus,
on arrive à utiliser l'objet 3D et la manip 3D pour produire la solution. Un autre exemple, hein, on a travaillé sur des stalagmites à Orniac, c'est toujours en Ardèche, je suis toujours en Ardèche en fait. On se posait la question de ces stalagmites parce que finalement, alors là vous avez la manip d'acquisition avec la station totale et le scanner. Ces stalagmites, elles ont une particularité, certaines restent droites, certaines ont basculé, nous intéressent peu, mais beaucoup ont translaté, c'est-à-dire se sont translatées. Et elles sont finalement un enregistreur du fluage du dépôt sédimentaire. Or, nous, on s'intéresse au processus spéléogénétique, on s'intéresse au moment où le karst se verticalise, donc ce qui est tout à droite, là, le soutirage. Et ce qu'on veut voir, c'est est-ce que les dynamiques de soutirage sont enregistrées finalement dans la croissance des stalagmites. Est-ce qu'on les date, évidemment, les stalagmites, avec des méthodes du radium-thorium et tout, mais est-ce que par le biais de l'imagerie 3D, on va pouvoir réétudier ça? Alors, c'est ce qu'on a fait ici. On scanne, on produit le modèle TIN. Voilà, ici, vous avez le modèle avec chacune des stalagmites. Et puis, on a un étudiant qui a développé un algorithme qui permet de faire de la segmentation automatique, c'est-à-dire qu'on fait passer un plan dans l'ensemble du modèle et il nous a extrait automatiquement toutes les stalagmites de ce champ de stalagmites. De cette segmentation, on extrait un certain nombre d'informations, position XY, du bas, du haut, pente, angle, tout ça, et après on repart sur du SIG et on refait de la cartographie SIG, de l'analyse spatiale extrêmement simple en 2D. Et on se sert en fait de la méthode 3D juste pour acquérir de l'information en grande quantité sur un objet de grande taille. Ce qu'avant on faisait à la main, comme vous le voyez ici, avec une boussole. Alors, ce qu'on a quand même fait pour vérifier, on n'était pas bien sûr de notre truc, et ça a marché. Donc, on a refait quand même des tests et tout. Puis là, c'est une photo un peu jolie où on a rematché le modèle 3D sur les stalagmites. Mais sur le terrain, on a quand même revérifié les hauteurs, les longueurs et tout. Et ça a super bien marché. Notre algorithme est pas trop mal. Vers l'imagerie 3D et la réalité virtuelle, c'est à partir de là où on va commencer à faire rentrer des images, des photos, pour produire des images qui vont être non plus des géométries, mais des géométries renseignées avec de la couleur. Alors là, vous avez un petit bout de la grotte Chauvet, avec ici deux scanners différents dans des positions similaires. Donc vous avez déjà, dans la grotte Chauvet, à cet endroit-là, deux résolutions, une qui est si résolue qu'on ne voit pas les triangles, ça fait tout gris. Donc après, voilà, là je passe en flat. Donc là on voit bien, et notamment on le voit sur le pendant qui est à droite, qu'une partie est très très résolue avec une rugosité qui est respectée, alors que dans la partie haute, c'est beaucoup plus lisse. Donc c'est simplement un problème de résolution. Les deux sont justes, mais ne sont pas du tout aux mêmes résolutions. Pourquoi on a fait ça? Parce que simplement, c'est la partie centrale qui intéresse, parce qu'il y a ici les œuvres, et il y a donc les positions de photographie qui sont rematchées ensuite là-dessus, pour aller marquer les œuvres. Alors, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, quand on travaille avec nos collègues archéologues, et pariétalistes notamment, eux, ce qu'ils veulent, c'est des images de visibilité des œuvres dans des conditions qui devaient être celles des hommes de la préhistoire. Alors, un petit exemple rapidement, ici, dans une des galeries de la grotte Chauvet, en Ardèche, vous avez forcément dû entendre parler de cette grotte, hein, vous avez à droite la galerie du cactus qui part, là, vous avez les passerelles qui descendent vers la galerie du cactus. Voilà, et donc on arrive dans cette galerie du cactus, on reste sur les... Alors on n'a pas le droit de sortir des passerelles, hein, c'est pour des raisons de conservation, mais enfin on peut quand même faire pas mal de choses. Et donc nous, ce qu'on fait, on produit le modèle 3D, on fait ensuite une analyse géomorphologique bête de terrain, c'est-à-dire qu'on est capable de reconnaître les différents objets, et on identifie, vous voyez ici en rose foncé, des calcites qui sont post-occupation humaine, elles datent de l'Holocène. Elles sont datées par ailleurs, mais il y a des critères de faciès qui permettent de les identifier. Deux calcites qui, elles, sont plus anciennes, en violet clair, hein, génération 3, et qui, elles, étaient là au moment des occupations humaines. Et donc, une fois qu'on a fait notre travail de cartographie, on le re-rentre dans le modèle 3D, avec des choix forcément qu'on assume, et on produit enfin des images 3D dans lesquelles on peut se naviguer et produire des captures. Comme ici, vous le voyez, la galerie du cactus telle qu'elle est aujourd'hui, on enlève la passerelle et tout, telle qu'elle est au moment de la découverte, et puis ici, on enlève les calcites et tout, et on a une visibilité qui est différente. Vous allez me dire, c'est pas super spectaculaire, moi j'y peux rien, moi j'enlève que la calcite qui est là. Voilà. Alors, une autre vue, cette fois-ci de l'entrée de la cavité, de l'entrée de cette galerie, hein, la galerie du cactus,
Donc aujourd'hui, avec la calcite qui est présente au centre, et voilà, là par contre c'est beaucoup plus important, on enlève cette calcite et on produit une image. Le travail qui reste à faire, c'est un travail qui est à faire avec nos amis pariétalistes, c'est-à-dire évidemment les œuvres sont présentes dans l'image. Hop, je recule. Voilà, on voit un petit peu un ours là sur la droite. Par contre, on a encore un petit peu du mal à reproduire l'œuvre telle qu'elle était au moment des occupations humaines, hein, et donc d'entrer les critères d'altérabilité des parois. Ça reste à faire. L'idée, c'est de produire des images qui vont renourrir un discours scientifique, être redonnées aux archéologues et sur lequel on peut faire un dialogue de type « ça devait être comme ça, ah oui, t'es sûr, donc du coup, est-ce que le cheminement de l'homme préhistorique était plutôt celui-ci ou plutôt celui-ci » Voilà, on redonne un outil de dialogue scientifique. Et ça, c'est assez intéressant. Exemple similaire, cette fois-ci, sur la partie d'entrée. Contrairement à ce qu'a dit Yves, je ne vais pas vous en parler pendant des heures, je vais en parler 1 minute de l'entrée de la grotte Chauvet. On a effectivement pas mal travaillé sur l'entrée de la grotte Chauvet et sur sa fermeture. Hein, elle s'est effondrée. Il y a les premiers effondrements vers 29 000 ans avant le présent, les derniers effondrements vers 21 000 ans avant le présent. Et donc on a pu, effectivement, avec ces effondrements, reproduire des images. Donc, rebelote, ça, vous avez le modèle 3D de l'ensemble de la grotte ici, avec l'extérieur. Ici, vous avez la paroi extérieure qui a été entièrement scannée et matchée. Donc, à gauche, c'est le nuage de points. Au centre, c'est le modèle TIN. À droite, le modèle TIN avec le matching. Et on a pu, sur des critères géomorphologiques, recalculer le volume de l'écaille qui s'est effondrée, écaille qui était présente sur la paroi. On a les volumes au sol, 4600 mètres cubes. Vous avez ici la cartographie géomorphologique des objets au sol, vous avez la volumétrie 3D, et donc on repropose finalement, ça c'est la thèse de Benjamin, une image 3D du paysage. Ça c'est encore des choses qui datent de 2013, on va bientôt produire des images un peu plus pertinentes. Ici donc de la cavité telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle devait être, je reste assez prudent, au temps des occupations. Là on est sur l'entrée maximale, c'est l'hypothèse pour nous maximale. On a fait des hypothèses intermédiaires avec des entrées plus petites. Les conséquences, évidemment, c'est une visibilité du porche d'entrée depuis la combe d'Arc, depuis le bas, qui est totalement différente de ce qu'elle était au départ, avec des implications en termes de cheminement préhistorique, en termes de visibilité de la grotte ou non, qui ne sont pas sans conséquences pour nos collègues archéologues. Là-dessus, on est encore en train de travailler avec eux. Voici donc les deux vues de Porche 3D aujourd'hui et puis de la proposition, j'insiste sur ce mot, proposition de reconstitution du Porche avant 29 000 ans, donc avant les premiers écroulements. C'est une proposition, c'est une construction. C'est pas parce que c'est une image, c'est un dessin. C'est pas... Il y a une part d'interprétation, il y a ce qu'on appelle de la sculpture là-dedans. C'est qu'à un moment donné, nous, on sculpte le modèle 3D. On dit ça devait être comme ça parce que géomorphologiquement, c'est cohérent. On a la cohérence volumétrique. Là, on est sûr de notre cohérence volumétrique, mais après, il y a une part d'interprétation et on l'assume. Ce qui, par contre, est intéressant, et on va maintenant travailler là-dessus, c'est qu'on va pouvoir faire maintenant des simulations d'entrée de lumière à partir de ce nouveau modèle 3D et pouvoir tester la visibilité à l'intérieur de la cavité et voir quelles conséquences ça a pu avoir sur les choix de positionnement des œuvres dans la grotte. Hein, sachant qu'on sait qu'il y a des choix de positionnement qui sont contraints justement par la visibilité ou non de l'entrée. Ils cherchent à ne pas être proche de l'entrée, ils cherchent à être dans le noir. En même temps, la présence de lumière va participer à l'altération des parois. Donc il y a aussi des parois qui peut-être étaient peintes, qui maintenant ne le sont plus, parce que la lumière est rentrée pendant un temps. Donc grâce à nos travaux, on va commencer à rediscuter de la spatialité des œuvres, de ce qui manquait volontairement ou de ce qui manque par altération. Voici le genre de choses qu'on peut arriver à nourrir. Voilà. Mais j'insiste sur un point, c'est une image construite. Et donc, une part importante est laissée à l'interprétation, nous l'assumons, même si on produit une image qui paraît belle, c'est pas parce qu'elle est belle qu'elle est valide, ça reste la nôtre. Toute image produite est une image construite. Pour ça, je vous propose de revenir un petit peu sur la cavité d'Orniac et refaire un petit peu un travelling de différentes images que Orniac a produit. Orniac, c'est une grotte touristique en Ardèche, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà visité, c'est un peu le Padirac de Rhône-Alpes, donc c'est très très connu, il y a plusieurs centaines de milliers de visiteurs par an. Elle est découverte en 1935 et assez rapidement aménagée, et voici donc la coupe schématique que produit Robert de Joly au moment où il explore la cavité.
et il a publié en 1935 dans une revue, dans Spelunca, et puis après dans La Nature. Ça, c'est 1935. Alors nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'essayer de voir sur 70 ans comment une même cavité, elle n'a pas changé d'un millimètre, hein. Les concrétions ont peut-être poussé d'un millimètre, mais voilà, globalement, l'objet n'a pas changé. Comment l'image de la grotte, ce qu'elle produit en termes d'image, par les acteurs qui vont s'en saisir, des acteurs, vous allez voir, spéléologiques, touristiques, scientifiques, cette image va évoluer au cours du temps. On va voir ça très rapidement à travers le cas de Dorniac, puis après je vais revenir à Chauvet, puisque Chauvet aussi a une histoire très intéressante. Alors voici donc des topographies originales et reprises, c'est-à-dire que les gens se copient les uns les autres. En 1937, un ingénieur des ponts et chaussées produit ce plan, le plan du jardin Weber, qui est d'une assez bonne justesse géométrique, dont on peut juger de l'esthétique, ça c'est autre chose. La topographie du jardin Weber est redessinée et produite finalement après en carte postale. Donc elle va être éditée sous forme de carte postale. Donc la topographie de la grotte, je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas prendre une photo de la grotte complète, eh bien devient un objet qu'on peut présenter en carte postale. Et donc des touristes vont acheter la carte postale comme ils achèteraient une photo de montagne s'ils allaient visiter le Mont Blanc. On voit au cours du temps que la carte postale est mise à jour au cours des explorations. C'est-à-dire que là, vous avez les galeries supérieures qui sont explorées. Hop, je recule, pardon, voilà, hop. Et on refait une carte postale en 1947 ici. Là, on est en 1937, l'abbé Glory produit un truc, un ouvrage sur les grottes, et reprend la topographie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque étape, chacun se permet d'augmenter l'interprétation. Ici, par exemple, il va dessiner des calcaires sous les boulis. L'interprétation qu'il fait, ça le regarde, mais il n'a aucun élément pour le dire. Et pourtant, il le fait en copiant un document précédent. Et là, on a dans l'histoire des sciences quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est qu'en se reprenant, chacun ajoute une part d'interprétation et reconstruit finalement son propre discours sans forcément le valider par des nouvelles données de terrain. Astier, dans les années 40, je n'ai pas la date exacte, reprend ce document, le plan aussi, je ne vais pas entrer dans les détails de tous ces documents. Et là, on a quelque chose qui est fait à partir du dessin du jardin Weber. De Joly, qui est l'explorateur, produit un document qui illustre la genèse, l'évolution et la mort de la cavité. Et donc là, lui, il a une vision de l'éboulis qui est beaucoup plus proche de ce que ça doit être. L'éboulis fait environ 100 à 150 mètres d'épaisseur. Évidemment, on n'a aucun moyen de le visiter. C'est une accumulation. On n'a que des critères à l'amont et à l'aval pour le dire. Mais à chaque fois, il fait des interprétations. Et vous voyez, il ouvre ici à droite une cheminée. Et cette cheminée qu'il ouvre à droite, qui n'est pas ouverte évidemment, sera reprise par Nau en 1995 en jonctionnant la partie haute des salles rouges avec les salles hautes. Donc c'est complètement faux évidemment. Il n'y a aucune validité de terrain qui marche pour dire ça. 1995, c'est pourtant pas très vieux. Hein. Dans les années 50, Balazuc en fait avait déjà fait ce plan. Et je pense que Nau reprend le plan de Balazuc, mais sauf qu'il jonctionne la cheminée Chevalier avec les salles hautes. Alors elles ne sont pas jonctionnées sur le dessin. Et ça, c'est très intéressant de voir comment les gens construisent de l'interprétation sans donner terrain, sans valider les choses par des nouvelles données. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et l'image, c'est un cas classique en science, hein, sur d'autres choses. Mais on a ce genre de choses sur la production d'images souterraines. L'exploration des nouveaux réseaux dans les années 60 va donner lieu à des cartographies. Là, c'est publié dans une revue. Et en 65, la topographie est figée par les explorations autour de Jean-Charles Trébuchon. Et on a quelque chose qui est relativement correct dans sa géométrie et qui sera peu remis en cause après. Malheureusement, la coupe fait défaut pour la partie qui nous intéresse, pour les salles rouges. En 1999, pour des questions d'aménagement, un géomètre expert est appelé. C'est Perazio, c'est notre collègue avec qui nous travaillons en 3D sur Chauvet d'ailleurs. Il produit un plan qui est d'une très très grande rigueur et justesse géométrique, bon, d'une esthétique moins intéressante, mais c'est juste géométriquement. Et on va s'appuyer dessous. Alors le tourisme va produire aussi des images. C'est-à-dire que la géographie du tourisme, ou en tout cas le développement touristique, va produire des images de la topographie pour dire, voilà, vous pouvez visiter la grotte, et puis rajoute des choses extrêmement originales, comme vous voyez ici le parcours souterrain avec des flèches. Ça n'a aucune possibilité, ça n'existe pas. Les jonctions qui sont présentées n'existent pas dans la réalité, c'est pas possible. Et puis alors une toponymie évidemment qui est superbe, qui sort comme ça d'un journaliste en 1938, on ne va pas lui en vouloir, mais c'est très beau. Le soleil de minuit sur un lac de diamants. Le vaisseau fantôme est toujours là. Voilà, donc là on retrouve la coupe schématique en Rieux, ça c'est dans un guide touristique.
Hein, voilà. Alors vous avez ici toujours le problème des salles hautes, jonctionnement avec les salles rouges, une copie un peu hâtive. Le monde touristique va aussi produire une image quand ils vont refaire les ascenseurs d'Orniac à la fin des années 90. Ils mettent sur le parking une image topographique de la grotte et ils disent voilà, quand vous visitez la grotte d'Orniac, vous descendez par des escaliers, vous allez dans une première salle, puis après dans une deuxième, une troisième, puis vous remontez par un ascenseur. Ce qui est vrai d'un point de vue descriptif, on fait ça. Mais alors l'image est totalement fausse, et puis surtout, il n'y a plus la veine, il n'y a plus l'entrée naturelle. Or, la grotte, il y a eu l'entrée naturelle, et là, ils ont carrément enlevé l'entrée naturelle. Ça, c'est quand même assez drôle. C'est pas un truc vieux, hein, ça a 15 ans. Hein. Le guide vert en 2003, une vue d'artiste qui est présentée à Orniac, l'artiste Michel Join, qui reprend des plans topographiques et qui en fait une vue. Et puis la veine est aussi étudiée par les scientifiques, donc quelques vues ici par les scientifiques, la thèse d'Éric Gilly sur la stabilité des grands volumes souterrains, 1984, quelque chose de très épuré, mais qui est juste, géométriquement juste. Ce que nous, on a produit en 2006, voilà, donc ça c'est notre interprétation de l'effondrement, avec ses dimensions, avec des critères qui sont représentés ici. Le travail qu'on avait fait entre 2006 et 2011 sur les banquettes limites, donc ça c'est une vue du modèle 3D de la partie aval, donc ouais, c'est une autre type d'image, évidemment qui ressemble un peu moins aux autres, c'est pas toujours très, très beau. Ce que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, la vue sur la pénibilité du tourisme, c'est la même grotte, toujours pareil. Donc vous voyez la diversité des images à chaque fois. Et finalement, en 2012, la topographie est entièrement reprise par notre laboratoire avec un groupe d'étudiants, et on reproduit une image complète de la cavité, en plan et en coupe, et qui sera, j'espère, un jour remis en cause, et d'autres le referont un travail du même type. Alors, autre exemple, la même chose, j'irai sur Chauvet, et ça sera mon dernier exemple. Chauvet s'étale sur une histoire qui est beaucoup plus courte. Là. Orniac, c'est 1935-2015. Chauvet, c'est 1994, aujourd'hui, puisque la grotte est découverte en 1994. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce premier croquis qui n'a l'air de rien, c'est que Jean-Marie Chauvet, donc en 1994, le 18 décembre, explore la grotte. Ils sont 3 avec ses 2 compagnons. Il ressort, et la première image qu'il sort, c'est ça. C'est-à-dire qu'il se met sur un capot de voiture, il prend une feuille A4, il a juste un stabilo dans la poche, donc c'est bleu, et il dit « Regardez, j'ai découvert une grotte incroyable », et il dessine le plan de la grotte, tel que lui l'a en tête. Donc avec une géométrique, évidemment, sa propre projection de son propre parcours dans la cavité. Et on voit très très bien au centre la salle Hilaire avec son effondrement, et au nord de la salle Hilaire, vous voyez ces petites, les 6 petits choses, c'est les chevaux. Il dit « Et là, il y a des chevaux ». Et il y a effectivement la partie à droite qui n'est pas encore explorée. Moi, ça m'a plu, évidemment, je suis très attaché à l'image topographique, je suis très attaché à la topographie, et Chauvet, évidemment, on est complètement inondé d'images d'art pariétal, et pourtant, la première image qui sort de la grotte Chauvet, c'est ça, c'est celle-là. Ça veut dire que la première image qu'un homme donne de la grotte Chauvet, c'est sa représentation cartographique et spatiale, que lui-même projette. Je trouvais ça fort intéressant. La topographie est faite évidemment immédiatement après, en 1995, la voici. Là, elle est publiée en 2000 dans un journal d'archéologie. Et puis, donc, on va avoir, comme pour la grotte d'Orniac, une succession topographique considérable sur une épaisseur de temps extrêmement serrée de 20 ans. Donc là, j'ai un article qui va sortir sur ça, l'histoire topographique de Chauvet. Ici, vous avez la topographie Chabot, éditée en 2004. La topographie Le Guillaume Maxud, 2004, qui est la plus juste au niveau de la géométrie des parois. Je vous les montre, puis après on aura un diagramme. Vous avez le bloc diagramme Peigné. Peigné est un personnage intéressant qui fait un bloc diagramme, une vue éclatée de la grotte dès 1995. En une visite unique, il prend un plan et hop, il redessine cette vue. C'était quelqu'un qui avait l'habitude de faire des éclatés d'avions, et donc il a dû faire plein d'éclatés d'Airbus. Et il a visité la grotte, et en une visite, il produit un éclaté de la grotte Chauvet, comme on fait un éclaté d'avion. Moi, j'ai trouvé ça très très bien. La topographie Perrazio-Bournet, on retrouve l'équipe Perrazio, qui sont des géomètres qui travaillent en grotte à Grenoble. Donc c'est la plus juste géométriquement, et c'est elle qui va servir de référence géométrique pour toutes les autres. La vue 3D Editem Perrazio, que vous avez vu tout à l'heure. Tout à l'heure, le modèle 3D, ça c'est le modèle 3D 2010. Il va bientôt y avoir le modèle 3D 2017, qui sera beaucoup, beaucoup plus résolu et surtout complet. Le film d'Herzog, La grotte des rêves perdus. Je ne sais pas si certains ont vu ce film d'Herzog, La grotte des rêves perdus, sur la grotte Chauvet.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Il produit la seule image topographique. Il fait comme dans Cameron. Il produit aussi une image de la grotte en 3D pour qu'on voit la topo. Et il montre cette image-là. Et ce film a été vu par des millions de personnes parce qu'il a vraiment eu beaucoup de succès aux États-Unis. Et j'aime beaucoup ça parce que de toutes les images que je vous montre, c'est sans doute cette topographie-là de la grotte Chauvet qui a été le plus vue. Et ce n'est pas la plus facile à attraper. Voici une frise chronologique de toute cette historiographie de la topographie. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder les couleurs des différents acteurs qui se succèdent. En jaune, la communauté spéléologique qui explore et découvre la grotte. En orange, les géomètres qui interviennent au début. En orange foncé rouge, les scientifiques. En vert, les modélisations 3D. Et en bleu, la médiation et la restitution et le tourisme. Et on voit un glissement temporel des acteurs sur la grotte. On voit qu'au début, ça va plutôt être des explorateurs, puis des géomètres, puis des scientifiques, puis des développeurs de tourisme, si vous voulez. Ça, c'est intéressant. Ça montre bien que sur un même objet, il y a une diversité de discours, et cette diversité de discours et cette succession de discours, on peut l'apercevoir aussi par l'imagerie. J'accélère et je finis avec l'exemple du facsimilé de la grotte Chauvet, que peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de visiter. C'est un objet extrêmement intéressant, puisque jusqu'à présent, depuis une petite heure, je ne vous parle que de topographie qu'on fait à partir d'une grotte, et là, on va faire l'inverse, on va faire une grotte à partir d'une topographie. Donc tout ce que je vous ai dit, c'est qu'on peut avoir une succession de personnes qui vont faire plusieurs fois une topographie d'une même grotte, et là, on va construire une grotte à partir de sa topographie. Donc on va commencer par construire la topographie comme un architecte l'a fait. Ici, le premier projet de morphing numérique en 2001. On extrait de la topographie un certain nombre d'éléments clés qui paraissent pertinents, validés par un conseil scientifique, et qui dit oui, ça c'est bien, on va garder ça, ça c'est bien, on va garder ça, et on va assembler tout ça pour faire ce qu'ils ont appelé une anamorphose, donc quelque chose de déformé, mais qui respecte quand même un certain esprit. Et donc, on va comme ça construire petit à petit cet objet, sélectionner un certain nombre de morceaux de la grotte, et voici finalement le produit qui a été retenu, c'est celui-ci. Voilà, je vais le mettre là. 82 écailles, et la thèse CIF qu'on avait fait avec Benjamin Sadier, on a pu la réaliser parce qu'une partie de son travail concernait cette extraction d'écailles. Donc là, vous avez une image spatialisée des morceaux que vous visitez réellement quand vous visitez la copie à droite par rapport à ce que vous voyez à gauche, avec un discours dont on peut juger l'intérêt quand on nous vend les surfaces. On nous dit, oui, la grotte fait 8000 m², nous en avons reproduit 3500. Alors moi, je ne suis pas grand mathématicien, mais 3500, 8000 m², ouais, ça fait 40%, quoi, à peu près. Là, je n'ai pas 40%. Mais on mélange allègrement, la grotte en plan à gauche fait 8000 m², le modèle 3D à gauche fait 3500 m². Parois comprises. Or, comme on sait qu'on a un rapport de 4 de multiplicatif sur les parois, ça permet comme ça de gonfler certains chiffres, d'annoncer des fois des chiffres plus importants. C'est assez amusant. Donc, méfiez-vous de ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est surtout la construction. On part d'un produit qui est une topographie, on sélectionne des objets de cette topographie, on refait une topographie, et cette nouvelle topographie à droite, qui est une image de grotte, devient finalement un plan d'architecte. Et à partir de là, l'architecte construit son travail. Et je vais finir avec ça. Vous avez ici l'enveloppe topographique de l'espace de restitution, tel que c'est construit avant la finalisation du travail. Et un petit film qui va vous illustrer ça. Voilà, ça c'est Benjamin qui avait fait ça à la fin de sa thèse. Alors, ouais, il blablote un petit peu. On entre d'abord dans la grotte Chauvet. Voilà, vous êtes dans le Cirque d'Est, la boucle du pont d'Arc. On va retrouver la paroi avec son écroulement. Là, c'est la situation actuelle. Hein. C'est que de l'image numérique 3D, ça. Voilà, nous voilà dans la grotte. Donc là, on est sur une portion de la grotte qui est dans le secteur salle Brunel. Là, vous avez tout le modèle 3D avec le matching complet. Petit à petit, on voit la salle d'ébauche avec le nuage de points. Ce n'est pas la résolution réelle, il est mieux résolu hein, dans les faits. Et donc, le projet de construction de cet espace consiste à sélectionner, à partir de la topographie, ici, des éléments pertinents. On les garde tous à l'échelle 1, tout est gardé à l'échelle 1, rien n'est tordu. Il y a simplement des coutures qui sont faites entre les différents éléments. Il y a 82 écailles, ils appellent ça des écailles parce que l'idée c'était de faire comme une image de tortue pour passer
d'une position à l'autre. Donc ces 82 écailles sont réassemblées avec plus ou moins de bonheur. Les coutures sont validées par un géomorphologue, c'est-à-dire que quelqu'un qui va dire géomorphologiquement, oui, ça c'est cohérent, vous pouvez faire comme ça. Et puis ensuite, vous avez tout le travail de réalisation du modèle 3D, maillage fin et texturé, et enfin raffinage et le matching. Un beau rhino, et vous avez le panneau des chevaux qui va apparaître à gauche. Tout ça, c'est fait avant la construction, évidemment. Hein. Et ensuite, de ce modèle 3D, sont extraits un certain nombre d'éléments géométriques, des coupes qui vont servir aux architectes ou aux façonneurs pour réaliser les différents objets. Eh bien, j'en ai terminé. Vous m'aviez dit 1 heure. Merci de votre attention.